La décision du gouvernement congolais d'offrir refuge aux expulsés des États-Unis d'Amérique fait énormément de polémiques au sein de la classe politique congolaise, puisque, vous le savez, mesdames et messieurs, nous en avions d'ailleurs fait part dans nos différents journaux, que le gouvernement congolais avait décidé de commun accord avec les États-Unis d'Amérique d'offrir un abri aux réfugiés des différents pays tiers qui ont été expulsés des États-Unis puisqu'étant en situation d'irrégularité. Mesdames et messieurs, alors le gouvernement congolais a donc décidé de le recevoir à Kinshasa pour, n'est-ce pas, leur offrir refuge. Alors depuis cette décision qui date du 5 avril 2026, les opposants notamment et plusieurs organisations de la société civile ne cessent, n'est-ce pas, de montrer leur indignation par rapport à cette décision impopulaire et qui n'est pas passée par, n'est-ce pas, l'approbation du Parlement, mesdames et messieurs. Alors, la loi voudrait que ces genres d'accords puissent d'abord être ratifiés par, n'est-ce pas, puissent bénéficier d'une loi de ratification au niveau du Parlement, mais tel n'a pas été le cas et donc ça a suscité énormément d'indignation et énormément de polémiques, mesdames et messieurs. Alors donc, dans cette logique-là, Christian Mwando Simba, qui est, n'est-ce pas, président du groupe parlementaire Ensemble, a déposé une question, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale et veut donc des réponses de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, autour de ces dossiers qui commencent de plus en plus à inquiéter plus d'un Congolais. Où seront logés ces expulsés qui sont venus des États-Unis d'Amérique? De quelle nationalité sont-ils? Qu'est-ce qui a poussé à ce que Kinshasa puisse, n'est-ce pas, montrer sa bonne foi, encore qu'on ne sait pas si c'est vraiment une question de bonne foi, de recevoir ces ressortissants des pays tiers qui pourtant devraient être, n'est-ce pas, retournés chez eux plutôt qu'en République démocratique du Congo. Voilà donc tant de questions que se posent les Congolais et nous aujourd'hui on va essayer un peu d'en savoir un peu plus, mesdames et messieurs. Alors nous allons également parler en deuxième partie de l'émission de la réponse du ministre de la Justice concernant l'état dans lequel se trouvent les deux opposants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Ramazani Shadari et Obem Minaku, qui avaient été cueillis de chez eux et dont on n'a plus vraiment de nouvelles, mesdames et messieurs. Voilà donc l'architecture de cette émission, l'architecture de ces numéros de décryptage sur Web Info Télévision que nous vous convions à suivre, à partager également et surtout, n'est-ce pas, n'hésitez pas à nous laisser vos différents avis dans la barre des commentaires et nous serons vraiment ravis de vous lire, mesdames et messieurs. Alors, je vous ai dit en liminaire que nous allions parler de cette décision controversée du gouvernement congolais de recevoir de réfugiés qui ont été expulsés des États-Unis d'Amérique. Alors, on ne sait pas si c'est dans les cadres des accords de Washington, signé entre la RDC et les États-Unis, bien évidemment. Mais depuis le 5 avril 2026, un communiqué signé par Thérèse Kaikwamba, la ministre des Affaires étrangères congolaise, a annoncé, n'est-ce pas, la décision du gouvernement congolais de recevoir, de expulser les gens qui ont été expulsés des États-Unis d'Amérique pour leur offrir abri temporaire. Alors, la ministre a notamment signifié que cette décision-là n'allait pas peser sur, n'est-ce pas, sur les finances publiques congolaises, puisque c'est une décision qui allait être, puisque c'est, comment dirais-je, ces refuges-là offerts par la République démocratique du Congo à ces expulsés des États-Unis allaient être pris en charge entièrement par les gouvernements des États-Unis d'Amérique et non pas par l'État congolais. Alors l'objectif affiché dans le cadre de cette décision du gouvernement congolais est d'éviter toute installation durable et garantir un suivi sécuritaire strict. Alors Kinshasa a insisté sur le fait que l'opération ne pèsera pas sur les finances publiques, tel que je venais de vous le dire, mesdames et messieurs. La logistique sera entièrement prise en charge
par Washington, c'est-à-dire par le gouvernement des États-Unis d'Amérique via des structures spécialisées dans le flux migratoire. Le gouvernement a mis également en avant le respect de sa souveraineté et de ses engagements internationaux en matière de protection des migrants. Comme je vous l'ai dit, cette décision controversée a été suivie de plusieurs critiques, mais également de plusieurs réactions houleuses, aussi bien de partis politiques de l'opposition que des organisations de la société civile. Alors d'abord, c'est la coalition Lamouka qui a rejeté cette décision en la jugeant, n'est-ce pas, inopportune et même impopulaire. Puis, c'est l'ONG Justicia qui a, n'est-ce pas, mis en garde contre plusieurs zones d'ombre entourant ces projets. Alors pour cette organisation a notamment pointé des incertitudes sur la nationalité des personnes concernées. Alors on ne sait pas de quelle nationalité ils sont exactement, on ne sait pas d'où ils viennent, de quel pays d'origine sont-ils, ces réfugiés qui seront reçus en République démocratique du Congo, mais également sur leur statut juridique ou encore la durée réelle de leur séjour. Pendant combien de temps ils seront hébergés en République démocratique du Congo. Alors, tout n'a pas été expliqué dans ces communiqués signés Thérèse Kaikwamba, la ministre de la Justice, disons la ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'ONG Justicia toujours estime que la RDC ne devrait pas être considérée comme un dépotoir de toutes les personnes refusées dans le monde. Elle a notamment rappelé que ces individus ont leur pays d'origine vers lesquels ils sont censés être renvoyés. Voilà donc l'une des questions que j'ai justement lancées en début d'émission. Pourquoi ces réfugiés-là n'ont pas été renvoyés chez eux? Chez eux, puisqu'ils sont des pays africains, on parle de Guinéens, on parle de Camerounais, même des Brazzavillois. Pourquoi n'ont-ils pas été renvoyés chez eux? Plutôt que de venir séjourner en République démocratique du Congo. Alors, pour l'ONG Justicia, bien évidemment, la RDC ne devrait pas être considérée comme un dépotoir de toutes les personnes refusées dans le monde. Ici, l'esprit de cette inquiétude de l'ONG Justicia va dans le sens, n'est-ce pas, de fustiger le fait que la RDC s'apprête à recevoir des rejetons de la société américaine, puisque point besoin de rappeler que si ces individus-là servaient vraiment les États-Unis d'Amérique du point de vue notamment scientifique, du point de vue intellectuel et même du point de vue social, ils n'auraient jamais été expulsés. Donc ce sont des rejetons de la société américaine qui seront d'ici là déversés en République démocratique du Congo, et ça inquiète au plus haut point plusieurs partis de l'opposition et de plusieurs organisations de la société civile. Alors, au-delà de ces cadres-là général, il y a également des pesanteurs économiques qu'il faille soulever, mesdames et messieurs, puisqu'il y a des dessous économiques de cet accord. Alors, quels sont ces dessous économiques de cet accord? Selon nos confrères de Les Points, le média Le Point, alors l'accueil des ressortissants expulsés des États-Unis d'Amérique soulève d'importantes questions financières. Selon un rapport publié le 13 février par des sénateurs démocrates américains intitulé « À quel prix plonger dans les accords secrets d'expulsion de l'administration Trump. Expulser un migrant vers l'Afrique peut coûter jusqu'à $1 million par tête, par personne. C'est-à-dire tous les migrants qui vont être expulsés des États-Unis d'Amérique et qui vont séjourner d'ici là en République démocratique du Congo, selon les médias Le Point, qui a relayé, n'est-ce pas, un rapport produit et publié par les sénateurs démocrates américains, chaque migrant expulsé vers l'Afrique vaut $1 million. Alors, selon plusieurs indiscrétions, il y en aura 50 en une cinquantaine en République démocratique du Congo. Et donc, sur la tête de chaque migrant que la RDC recevra, il devrait y avoir, disons, la RDC devrait percevoir $1 million américains. Voilà donc les dessous économiques qui viennent d'être révélés aujourd'hui et qui peuvent ou doivent intéresser au plus haut point tous les Congolais qui se posent la question de savoir pourquoi la RDC a tendu sa main, a ouvert ses portes pour recevoir ces rejetons
ces personnes qui ont été rejetées, refusées aux États-Unis d'Amérique. Alors, toujours selon ces rapports, les États-Unis d'Amérique ont affecté des dizaines de millions de dollars au déplacement d'un nombre relativement faible de personnes vers des pays tiers, dont certaines, après des vols de plusieurs milliers de kilomètres, prennent un autre avion pour retourner dans leur pays d'origine, là encore aux frais des États-Unis d'Amérique. Alors, ces rapports font notamment allusion au coût que, n'est-ce pas, les déversements de ces migrants ou de ces expulsés des États-Unis d'Amérique a coûté notamment au Rwanda. Le coût pour Kigali, par exemple, a dépassé 8 millions de dollars pour 7 migrants. Donc, le Rwanda a reçu, a accueilli 7 migrants et a reçu en retour de la part du Trésor américain 8 millions de dollars. Tandis qu'à destination de la Guinée équatoriale et de l'Eswatini, il oscillait entre 300 000 et 400 000 dollars par personne. Voilà donc les montants faramineux qui sont versés aux États d'Afrique notamment et d'Amérique du Sud qui acceptent d'ouvrir les portes aux expulsés des États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs. Alors, pour Emmanuel Cole, défenseur des droits humains, ces chiffres relèvent la dimension problématique de l'accord. La RDC est un pays souverain. Je ne peux encourager cette initiative, aussi louable soit-elle, a-t-il insisté. Et l'expert a mis en garde quant au fait que sans l'appui de la communauté internationale, il sera difficile pour la RDC de prendre en charge ces migrants. Les volets économiques illustrent la complexité de l'opération. Si Washington finance la logistique et les transports, la RDC se retrouve à mobiliser ses ressources administratives et sécuritaires tout en assumant les risques politiques et sociaux d'une telle décision, mesdames et messieurs. Alors, il y a également une autre question qui est soulevée tout naturellement. C'est la question liée, n'est-ce pas, au contexte en République démocratique du Congo. Alors, vous savez très bien, récemment, le HCR a dénombré le nombre de réfugiés congolais et ceux éparpillés à travers le monde à 7 millions de réfugiés internes, mais également ceux éparpillés à travers le monde. Comment un pays qui ne parvient pas à assurer la sécurité alimentaire, sociale, médicale de 7 millions de ces déplacés internes peut prétendre en accueillir d'autres venant des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une question également qui tient du contexte, qui inquiète de plus en plus et qui soulève énormément d'interrogations. Voilà pourquoi la dimension économique semble avoir pris, n'est-ce pas, les dessus sur la dimension sociale et contextuelle. On a l'impression que cette décision de la RDC a été beaucoup plus motivée par des questions économiques. Je venais de vous le dire qu'à la tête de chaque migrant, il y a au moins 1 million de dollars, disons, le montant que les États-Unis d'Amérique mettent à la tête de chaque migrant, c'est 1 million de dollars, approximativement 1 million de dollars. Et donc, le gouvernement congolais aurait saisi cette opportunité pour, n'est-ce pas, ouvrir ses portes et sauter sur, n'est-ce pas, ces montants qui sont faramineux, mesdames et messieurs. Alors, il y a également, puisque nous sommes en train de parler du contexte, vous savez, depuis 2002, en RDC, il a été instauré la Commission nationale pour les réfugiés, mais jusque-là, cette commission-là n'est dotée d'aucune part du budget public. Et donc, là aussi, il y a des problèmes. Comment ces réfugiés-là qui seront reçus, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo seront traités? Par quel mécanisme et quelle institution, quelle commission, quelle agence, pour être plus précis, s'en chargera? Donc, ça pose également des problèmes au point qu'aujourd'hui, l'on se pose beaucoup de questions non seulement de l'opportunité de recevoir ces réfugiés, mais également du contexte dans lequel ils seront reçus en République démocratique du Congo. Mais également, on ne peut pas exclure la question sur la motivation du gouvernement congolais à sauter sur cette opportunité. Serait-ce dû à ces bénéfices financiers exorbitants, 1 million par réfugié, c'est-à-dire comme le gouvernement congolais s'apprête à en recevoir 50, c'est-à-dire qu'il y a 50 millions de dollars en jeu.
Serait-ce également dû au fait qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais semble avoir pris les États-Unis d'Amérique comme un parrain, un partenaire stratégique? On ne sait pas jusque-là répondre à ces questions, mais quand même, il y a énormément d'inquiétudes. C'est d'ailleurs une inquiétude soulevée par l'honorable Christian Mwando Simba du parti Ensemble, qui est d'ailleurs président du groupe parlementaire Ensemble, et qui a déposé une question, n'est-ce pas, une question orale à la ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, pour qu'elle vienne s'expliquer, pour qu'elle vienne donner les motivations d'abord de cette décision du gouvernement congolais de recevoir une cinquantaine de réfugiés expulsés des États-Unis d'Amérique, pendant que les déplacés internes en République démocratique du Congo continuent de croupir dans la misère. Le HCR en a dénombré autour, n'est-ce pas, de 7 millions, mesdames et messieurs. Alors, nous allons suivre, si la réalisation elle est prête, bien évidemment, les cérémonies du dépôt de cette question orale, suivie des débats déposés par, n'est-ce pas, Christian Mwando Simba pour le compte du groupe parlementaire Ensemble pour la République. Nous sommes venus déposer au nom du groupe parlementaire une question orale avec débat adressée à la ministre d'État, la ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, concernant le dispositif mis en place pour recevoir les refoulés des États-Unis en République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de la population se pose la question sur ce qui se passe pour que des espaces de souveraineté, notamment l'accueil des réfugiés ou des personnes indésirables aux États-Unis, soient mis en œuvre au niveau de notre pays, alors que notre pays souffre déjà des conflits internes, de la guerre, et que nous nous souvenons encore très bien que c'est à cause de l'opération turquoise en 1994 que les réfugiés rwandais sont entrés dans notre pays, et que depuis lors, notre pays souffre des affres de la guerre. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes en guerre, nos compatriotes sont en train de errer dans les pays voisins, d'autres sont déplacés sans domicile à l'intérieur du pays, plutôt que de nous occuper de nos problèmes internes, d'assurer la sécurité de nos populations. Le gouvernement semble être préoccupé par signer des accords qui mettent en cause la souveraineté nationale. Nous voulons donc que la ministre vienne devant le Parlement pour rendre compte de ce qui s'est passé et qu'elle nous dise quel est le contenu de ces accords et quels sont les avantages que notre pays trouve dans cela, parce que de notre côté, nous avons l'impression qu'il s'agit tout simplement de se mettre genoux à terre devant les États-Unis et de brader la souveraineté nationale. C'est quoi l'avantage de l'accueil des refoulés des États-Unis d'Amérique pour la République démocratique du Congo, un pays qui traverse déjà une sérieuse crise à l'interne? Tel est, n'est-ce pas, l'essence de la question orale suivie du débat déposé au bureau de l'Assemblée nationale par, n'est-ce pas, Christian Mwando Simba, qui est président du groupe parlementaire Ensemble pour la République. Donc, Christian Mwando Simba attend que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, vienne expliquer le pourquoi du comment la RDC a décidé d'accueillir les refoulés des États-Unis d'Amérique pendant qu'à l'interne, il y a des terribles crises. Christian Mwando Simba, qui est revenu d'ailleurs sur la répercussion que l'accueil des réfugiés par la République démocratique du Congo a occasionné depuis 1994 et dont le pays continue à payer les prix jusqu'à maintenant. Et donc, il voudrait, Christian Mwando Simba, que Thérèse Kayikwamba vienne s'expliquer. Et nous, on attend toujours que cela se fasse pour qu'on ait suffisamment de lumière, mesdames et messieurs. Alors, on aborde la deuxième partie de l'émission. On vous a dit qu'on abordera également la question liée à la détention des opposants congolais. Récemment, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a, n'est-ce pas, publié un rapport faisant mention, n'est-ce pas, d'une quarantaine
d'hommes politiques, des différents partis politiques de l'opposition, toujours détenus dans différents cachots et dans les geôles à Kinshasa. Ces rapports a fait notamment mention de cachots du CNC, de cachots également de l'ANR et bien d'autres cachots militaires en République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui bondés d'opposants congolais. Alors parmi les opposants emblématiques qui sont aujourd'hui détenus, on ne sait où d'ailleurs, il y a notamment Emmanuel Ramazani Shadari et Aubin Minakou qui ont été cueillis de chez eux et dont on a quasiment plus de nouvelles. Et la question concernant l'état dans lequel se trouvent ces opposants a été posée au ministre de la Justice qui est censé, n'est-ce pas, s'assurer de leur bon état, de leur, n'est-ce pas, de s'assurer également du droit de la justice également, du droit de personnes détenues qui sont censées notamment entrer en contact avec leur famille, qui sont censées également communiquer avec leur famille. Et donc la question a été posée au ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, qui a répondu en ce sens, mesdames et messieurs. Et au Minakou, c'est quoi la situation? Je les ai rencontrés pour voir, si vous voulez savoir. Je les ai rencontrés. Les enquêtes sont en cours. Une fois que les enquêtes sont terminées, s'ils sont jugés pas guilty, ils vont être released. C'est ça en fait, c'est la réalité. Il faut que tout ça doit se faire dans les cadres légaux. Et c'est ça que je suis en train de veiller. Et je pense que le tout va être dans les cadres légaux. Et vous verrez que la loi, le cadre légal va être effectivement d'application. Et je pense qu'il faut pas tomber dans plusieurs spéculations. Moi, en tant que défenseur, je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés personnellement. Je sais dans quelles conditions ils sont. Les conditions sont bonnes. Maintenant, ils sont où? Ce n'est pas à moi d'indiquer. Les conditions sont bonnes. Et une fois que les enquêtes sont terminées, les décisions, c'est au juge, au procureur, de prendre. Et nous, on ne se mêle pas de l'action judiciaire. Ce n'est pas à moi de répondre à la question de savoir où il se trouve exactement, où se trouve Aubin Minakou et Ramazani Shadari, a donc répondu le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, qui dit, n'est-ce pas, ne pas être habilité à répondre à la question d'où de savoir où est-ce que ces deux opposants-là, membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Ramazani Shadari et Aubin Minakou, se trouvent, mais il y a, n'est-ce pas, des personnes habilitées pour les faire, mesdames et messieurs. Donc ça dénote un peu du noir dans lequel se trouvent ces dossiers, et nous, on ne sait toujours pas comment s'en tenir pour vous donner la meilleure information. On ne sait pas comment vous dire... on ne sait pas comment répondre à vos questions sur la localisation, sur les cachots où ces deux opposants-là sont détenus. D'ailleurs, les cachots dans lesquels d'autres opposants sont détenus, mesdames et messieurs. On espère qu'on aura un peu plus de lumière prochainement et on espère qu'on vous reviendra avec des informations beaucoup plus claires à travers nos différentes sources qu'on va essayer un peu de recouper pour en savoir un peu plus. Et nous vous espérons toujours nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Alors, nous étions réalisés par Faustin Mouyua, supervisés par Thomas Zawadi et Jeanine Touali. Nous sommes ravis une nouvelle fois de plus de vous avoir su très nombreux en train de nous suivre. Nous fixons rendez-vous cet après-midi pour les actus chaudes. Vous savez, c'est rendez-vous sacro-saint qui permet à la rédaction de Web Info Télévision de donner également son avis par rapport au sujet d'actualité. Et nous serons très ravis de vous savoir très nombreux avec le même plaisir.